Donc, je savais que le groupe de travail sur l'innovation et l'éthique s'était interrogé ou était parti des questions de prix et de coût. Et donc, je prends la liberté de continuer le commentaire là-dessus éventuellement de l'élargir à travers deux notions qui sont très utilisées et très mobilisées dans les discussions actuelles. La notion de juste prix, qui est une notion ancienne, et la notion de transparence des prix. Alors, la notion de juste prix, qui est une notion en fait de philosophie et d'économie médiévale, qui renvoie en fait au souci de ne pas induire trop d'asymétrie et de déséquilibre dans l'échange marchand entre celui qui fixe le prix et celui qui utilise. De ne pas profiter, on pourrait dire, de la situation d'échange déséquilibré. Eh bien, cette doctrine du juste prix, elle est remobilisée ici par des spécialistes de la leucémie en 2013 dans un article collectif qui est paru dans Blood, puisqu'alarmé par les prix des nouvelles thérapies contre les cancers, il se réfère à cette notion en insistant également sur sa dimension morale, puisque dans l'échange ici marchand, il y a la question effectivement de la protection de la santé. Et donc là, on a un appel, disons, à une correction ou une régulation des prix des nouvelles thérapies. Le plan cancer en 2013 adopte une autre posture vis-à-vis de l'augmentation des prix des thérapies, des nouvelles thérapies. C'est celle, en fait, de tenir compte à la fois des investissements publics et des investissements privés dans la négociation des prix. Et donc là aussi, c'est un appel à une transparence finalement des coûts, en disant si la recherche publique ou si les autorités publiques, d'une manière ou d'une autre, contribuent au financement de l'innovation, eh bien, les autorités publiques ne vont pas payer deux fois comme financeurs de l'innovation et ensuite comme acheteurs des prix des traitements. Tout récemment, c'est l'intervention de l'Association française donc, sur les myopathies, qui elle-même, et comme vous le savez, est engagée dans l'innovation et aussi dans l'industrialisation de nouvelles thérapies. Donc il y a aussi une connaissance du monde industriel, sinon qu'elle a suscité depuis très longtemps. Et là, qui intervient sur la tarification des nouvelles thérapies qui arrivent sur les maladies neuromusculaires. Et donc, je cite, donc ça c'est un communiqué du 29 mai, et qui est important parce que le 29 mai, c'est le lendemain du 28, et le 28, c'était une déclaration de l'OMS sur la transparence des prix des médicaments. Et l'AFM se réfère à la déclaration de l'OMS sur la transparence des prix et dénonce en termes assez forts le prix annoncé donc par la multinationale en question contribue à la logique inflationniste du système actuel de fixation des prix du médicament et met en péril l'accès des malades à ce médicament. Et ce que fait l'AFM, donc l'inflation des prix, c'est lorsque le prix, comme dans nos philosophes médiévaux, disaient qu'entre le prix, finalement, est déconnecté du coût et déconnecté de la valeur. Et bien là, il dénonce cette logique inflationniste, et non seulement, mais l'AFM conteste les critères actuels de décision des prix. Et les critères actuels de décision des prix ne sont pas du tout fondés sur l'estimation des coûts de l'innovation et de la production, mais sont fondés en fait sur les gains d'efficience de l'innovation par rapport aux prises en charge présentes ou nouvelles ou aux nouveaux traitements présents. Mais ces gains d'efficience sont complètement déconnectés et ignorants aux besoins des coûts réels d'innovation, de recherche et de fabrication. Et l'AFM attire l'attention là-dessus.
Et un peu plus tôt dans l'année, ils étaient intervenus, et également de manière assez forte, puisque là, la dimension morale est assez forte sur le calcul économique et le calcul donc, du coût de la vie. Et encore une fois, donc, la vie ne peut être enfermée dans un calcul de prix indépendant de la réalité des coûts supportés. Donc la notion de juste prix, ça serait en fait ici une régulation pour revenir à la réalité des coûts supportés. Alors, on a également, puisqu'on parlait des maladies rares ou des maladies qui concernent des petites populations, toute une discussion sur l'impact sur les prix du statut des médicaments orphelins. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on a mis en place des systèmes incitatifs qui sont fondés à la fois sur des aides publiques, des crédits d'impôt, et sur des exclusivités commerciales. Et on a eu effectivement un attrait pour des investissements industriels et, dans certains secteurs, un flux d'innovations qui sont arrivés. Le problème, c'est que maintenant que les innovations arrivent, on a un peu la rançon du mécanisme, c'est-à-dire que quand on attribue de l'exclusivité, on attribue un pouvoir exclusif et on ne se met pas dans la meilleure situation pour négocier les prix. Donc on a un certain nombre d'acteurs, ici comme Prescrire, la revue, mais aussi donc, des membres de l'AFM. Là, c'est un peu plus tôt dans un débat sur l'Observatoire des médicaments orphelins, qui s'interroge aussi sur les méthodes de tarification et sur l'inflation des prix. Alors, j'ai autre actualité, c'est celle d'un collectif interassociatif qui a, en juin 2018, publié une position d'une trentaine ou une quarantaine de pages extrêmement argumentée sur la question du prix et de l'accès des traitements. Et l'intérêt, c'est, disons, la coalition qui a signé cette déclaration. Puisqu'on trouve, moi en tant qu'observateur de la propriété intellectuelle et de l'accès aux médicaments depuis une vingtaine d'années, je retrouve des gens que je connais bien, comme les gens de MSF et de l'Access Campaign. Ceux-là, je les connais depuis les 1998-1999. On a également Médecins du Monde, qui est arrivé un peu plus récemment, Prescrire. Mais on a aussi des associations de consommateurs, la Ligue contre le cancer, qui était intervenue sur le prix des thérapies quelques années auparavant, France Asso Santé, plutôt du côté des patients, l'UAM, c'est les universités, c'est un mouvement très globalisé des universitaires, des étudiants, et puis l'association Aide. Donc on a des profils d'associations très différentes qui là s'unissent pour demander aussi un réexamen, ou en tout cas une discussion sur les méthodes de formation des prix. Et ce que j'observe, c'est que justement depuis une vingtaine d'années, je me rappelle au début des années 2000, la question des prix des traitements, c'était les SUD et le sida. La question aujourd'hui des prix des traitements, si on regarde l'actualité, et je ne dirais pas qu'il s'est déplacé vers les Nord, puisque la question est toujours au Sud, mais ça a gagné les Nord. Et on pourrait le montrer par énormément d'indices. Et l'indice suivant, c'est l'Assemblée mondiale de la santé, donc à l'OMS, il y a 3 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces propositions et ces discussions sur la transparence des prix ont été proposées au départ par l'Italie. Et donc, ce n'est pas un pays du Sud, au départ, qui a proposé. Et quand on voit les signataires d'un projet de résolution qui n'est pas la résolution finale, mais qui était pratiquement la résolution finale, vous avez des pays d'Europe du Sud qui ont été très frappés par la crise de 2008, et leur système de santé a été très frappé par la crise de 2008. Vous avez les pays des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Inde, Afrique du Sud. Quelques pays, la Malaisie, qui est traditionnellement très en pointe, ou le Sri Lanka sur les questions de santé et de médicaments, depuis très longtemps, une quarantaine d'années, et quelques pays africains. Et dans ces débats, il y a eu des débats extrêmement vifs. Les associations aussi ont beaucoup participé. Il y a des échanges d'ailleurs depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, entre ces associations comme MSF ou d'autres organisations humanitaires et des pays notamment du Sud. Il y a tout un corps d'experts, de contre-experts qui se sont formés sur ces questions. Donc on a beaucoup discuté.
Et il y a eu une vive confrontation sur le sujet de la divulgation des coûts de la recherche et développement. Et plusieurs pays, notamment les pays innovateurs, dont la Suisse, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et également les États-Unis, ont été opposés à l'inscription de la question des coûts. Donc on est en fait, mais ce qui est important, c'est cette démocratisation finalement de la discussion sur les coûts et les prix des traitements. Donc c'est un peu ma conclusion, c'est-à-dire c'est l'intervention des tiers. Et moi j'avais observé ça au cours des années 2000 et 90 sur les questions de propriété intellectuelle, qui sont des sujets juridiques extrêmement techniques et qui étaient réservés au monde industriel et au ministère de l'économie, à ceux qui accompagnent les industriels. Eh bien, avec l'épidémie de sida notamment, on a eu une diffusion des cultures de la propriété industrielle, y compris au sein d'associations qui embauchaient des juristes et des pharmaciens spécialisés en propriété intellectuelle. Également des associations de juristes dits alternatifs qui coopèrent avec des États du Sud, par exemple IMAC, qui est établi à la fois en Inde et aux États-Unis, et qui coopère, le cas échéant, avec les autorités brésiliennes pour s'opposer à un brevet qui veulent faire tomber. Donc là, on a eu cet élargissement, et je pense actuellement, ce qu'on observe, c'est l'élargissement de la discussion sur les formulations des prix, c'est-à-dire les méthodes de calcul, comme l'AFM quand elle conteste telle ou telle formulation de prix. Donc cette question hyper spécialisée, comme l'était la propriété intellectuelle au début des années 2000, qui était hyper spécialisée, je me rappelle tas de débats avec des avocats, donc, mais qui ont dû enregistrer l'arrivée de ces nouveaux contre-experts. Eh bien là, on assiste, à mon sens, à la même chose dans le domaine de la formulation des prix. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.